Alors, Eric, on va sur ton versant de la formation, et puis on garde une petite discussion ensemble sur la Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens, au nom de la Société française de chirurgie d'urgence dont je suis le secrétariat, je vous remercie pour l'invitation qui nous a été faite et d'avoir accepté nos présentations. Je vais vous parler de quelque chose auquel on n'est pas trop habitué en France, de formation structurée non universitaire. Je vais vous parler d'Advanced Trauma Life Support, Definitive Surgical Trauma Care for Doctors et de l'ACE. Il y a quelques conflits d'intérêts parce que je suis secrétaire général de la Société française de chirurgie d'urgence qui assure ces formations. Je suis fellow de l'American College of Surgeons, secrétaire du chapitre français de l'American College of Surgeons, conseiller pour l'Europe de l'AETSIC, directeur national de l'ATLS France et directeur du programme d'STC pour la France. Je vais commencer par vous parler de l'ATLS, Advanced Trauma Life Support. L'histoire de l'ATLS, de ce cours internationalement connu, commence en 1976. C'est-à-dire plusieurs années après que l'Homo americanus ait posé le pied sur la Lune. C'est un chirurgien orthopédiste qui pilotait lui-même son avion et qui a un accident d'avion avec toute sa famille, qui est blessé grave. Sa famille décède sur le coup parce qu'elle est éjectée de l'avion. Ses 3 enfants sont blessés très graves et il a également un enfant qui est blessé léger. Il attend plusieurs heures sur le site et puis il finit par être amené à l'hôpital local. Et ce que ce chirurgien orthopédiste académique, puisqu'il travaillait dans un CHU proche, subit, lui et sa famille, dans l'hôpital où il est reçu, lui fait conclure que s'il peut donner sur le terrain avec des moyens limités, des soins qui sont de meilleure qualité que ceux que ses enfants lui-même ont reçus au service d'accueil des urgences, c'est qu'il y avait quelque chose de mauvais dans le système et que le système devait être changé. Ce qui fait que l'année suivante, il va, c'est un peu le messianisme américain, il va à l'American College of Surgeons et il dit, moi j'ai une idée, je veux faire un cours pour former les gens à prendre en charge les urgences traumatiques parce que autant dans les CHU, dans l'équivalent américain des CHU, on fait les choses très bien, autant dans les petits centres, il se passe des choses très bien. Je passe sur l'évolution. Bien sûr, cette proposition est acceptée. L'année suivante, elle est implémentée à l'échelon des États-Unis, l'année suivante au Canada et 2 années plus tard en Amérique latine. Puis la diffusion est mondiale. Jusqu'en 2009, toute l'Europe était occupée par la TLS, toute sauf un petit village gaulois qui résistait. Et puis en 2010, le barrage est tombé et la Société française de chirurgie d'urgence a pu introduire la TLS en France. Voici pour vous montrer actuellement les pays. Bientôt, la Chine, par le biais de Hong Kong, va également devenir un pays ATLS. Et puis, il y a une grosse politique pour implémenter ce cours qui est vraiment très très bien pour l'Afrique, où ils ont d'énormes besoins. Alors, l'ATLS, c'est pour qui? Eh bien, c'est un petit peu pour tout le monde. C'est interspécialité, c'est pour les chirurgiens, pour les anesthésistes-réanimateurs, pour les médecins urgentistes, tous les médecins qui sont impliqués dans l'accueil des urgences traumatiques. Qu'est-ce que c'est? C'est la réponse à un besoin, parce que l'automatisme, vous le savez, c'est la première cause de mortalité chez le jeune. Et le concept, c'est de traîner en premier ceux qui tuent en premier. Il y a un protocole de prise en charge qui a un moyen mnémotechnique très simple, ABCDE, et puis c'est un programme pédagogique. Alors le protocole, très simplement, eh bien, on commence par faire un bilan initial de prise en charge de la victime, avec la libération des voies aériennes, la mise en place d'un collier cervical pour protéger le rachis cervical. Ensuite, on passe au B, qui est la respiration. On passe au C, qui est la circulation sanguine. On passe au D, qui est le status neurologique. Ensuite, on passe au déshabillage de la victime et à la protection de prévention d'hypothermie. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, et si tout ceci va bien, et si la victime a des bonnes consciences physiologiques, on passe au bilan secondaire détaillé, qui est l'examen de l'anatomie. Alors, rien de révolutionnaire dans tout ça. Il suffisait juste de le dire, de le codifier, de le protocoliser. Sur ce tableau, nous avons la TLS résumée. On a reproché longtemps à la TLS d'être quelque chose d'américain, fait pour les Américains. Vous voyez qu'à partir de la 8e édition du cours, les choses ont changé, puisque la TLS est devenue quelque chose de complètement international. C'était sous l'impulsion de John Corbett, qui est un Canadien, qui a supervisé cette 8e édition, et vous voyez que j'avais l'honneur de faire partie des auteurs et co-auteurs de cette 8e édition, qui est vraiment internationale, avec le Canada, les USA, l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Australie. Aujourd'hui, nous en sommes à la 9e édition, la 10e édition va apparaître l'année prochaine. On est passé aussi avec une application qui est téléchargeable sur iPhone et autres smartphones.
Ce qui est très original dans cette formation, c'est que c'est une formation qui est comportementale, qui fait appel à la simulation. On utilise des placerons qui sont grimés et qui miment, puisqu'en général ce sont des étudiants en médecine qui sont sollicités pour faire ça, qui miment très très bien le traumatisé en train de se dégrader sur le plan physiologique. L'évaluation, elle est extrêmement rigoureuse, elle repose sur un pré-test qui est fait avec des QCM, 40 QCM. Ensuite, il y a des enseignements dirigés et pratiques qui sont évalués. Il y a un cas concret de simulation qui est également évalué de manière très rigoureuse. Et il y a un QCM qui était très strict, puisque autrefois il fallait réussir avec 80% de réponses justes, et maintenant on est passé à 70% pour se mettre en conformité avec les règles de la formation médicale continue aux États-Unis. Donc, si on n'a pas 70% de réponses justes au QCM, eh bien, il faut juste repasser l'examen parce que ça n'est pas suffisant. Et les cours sont évalués par les étudiants. Les meilleurs candidats sont sélectionnés et on leur propose de devenir instructeurs. Ils vont suivre une formation spécifique pour devenir instructeurs. Alors le cours, il est standardisé, c'est le même partout dans le monde. Tout le matériel pédagogique est fourni par l'American College of Surgeons, mais qui est devenu une formation, une structure internationale en ce qui concerne la TLS. Tout le matériel d'évaluation est également fourni, donc c'est le même matériel d'évaluation dans le monde entier. Le diplôme a la même valeur dans le monde entier et le manuel est refait tous les 4 ans. Alors voilà les résultats pour la France. Nous avons démarré en 2010. Vous voyez, il y a une croissance très importante. Et actuellement, on tourne autour de 100 participants formés par an. En plus, depuis 3 ans, l'École de santé des armées à Lyon nous a demandé de former 64 de ses élèves de 6e année. Donc après qu'ils aient passé les concours de l'internat, ils sont formés à la TLS, puisque la TLS est une norme OTAN et qu'ils en ont besoin au plus tard. Voilà les résultats. Donc c'est un examen qui est un examen relativement sérieux puisqu'il y a un nombre non négligeable de participants qui sont obligés de faire un rattrapage. Et puis il y en a également une petite dizaine par an qui ne réussissent pas et qui est obligé à ce moment-là de refaire l'intégralité du cours parce qu'ils ne sont pas arrivés à passer au-dessus de la barre. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'évaluation des cours, en vert, c'est les étudiants qui disent c'était vraiment bien, très bien. En bleu, c'est mention bien, et en jaune, c'est mention passable. Voilà. Alors après, il y a des évaluations beaucoup plus détaillées, mais pour faute de temps, nous ne sommes pas rentrés dans les détails. Les participants, 62% d'urgentistes jusqu'ici, 12% d'anesthésistes réanimateurs, 26% de chirurgiens. Et puis quand on regarde d'où ils viennent, on a 70% de civils, on a 24% de militaires. Ce n'est pas les élèves de l'école de santé des armées qui ont été exclus, donc ce sont aussi des chirurgiens, puisque tous les chirurgiens militaires doivent être, c'est un vœu de la chaire de chirurgie de guerre, doivent être formés à la TLS. Et puis 6% de pompiers, nous avons passé des conventions avec le SDIS du Rhône et le SDIS des Alpes-Maritimes pour former les médecins pompiers. Parce que, est-ce qu'on peut faire de la TLS dans une unité mobile hospitalière? En gros, est-ce que la TLS est transposable dans le système français où le traumatisé est pris en charge sur le bord de la route par une équipe médicale? Eh bien oui. Il y a plein de pays où la France n'est plus le seul pays qui met des médecins dans ses ambulances. Il y a l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne. Eh bien oui, tous les médecins urgentistes qui interviennent dans les systèmes préhospitaliers anglais, allemands et suisses sont formés à la TLS. La TLS, sa force, c'est que c'est un langage commun qui a été adopté, accepté, agréé par l'Organisation mondiale de la santé et par l'OTAN. Alors ça, c'est la prise en charge au déchocage du traumatisé ou dans l'ambulance en préhospitalier. Mais le traumatisé, sa prise en charge ne s'arrête pas là. Derrière, il y a la prise en charge chirurgicale. Et donc l'étape suivante, eh bien, il y a 2 chemins que l'on peut suivre. Soit c'est celle préconisée par les ETSIC, c'est le cours Definitive Surgical Trauma Care Course. Soit c'est celle préconisée par l'American College, qui est 2 cours, l'ACET sur cadavre et l'atome sur port anesthésié, qui sont des cours de 1 journée avec un ratio très élevé de formateurs pour les participants. Alors l'historique, il est très simple. La question s'est posée relativement rapidement et les chirurgiens américains, Champion, Lane et Fingerhut, qui est français, Lindquist, suédois, Mulder et Tronquet, au sein de l'American College of Surgeons, on fait une commission en disant voilà, il faut qu'on fasse une formation pour les techniques de damage control, pour la prise en charge des traumatisés. Et ils ont décidé
parce que déjà il y avait le reproche que la TLS était un truc américain, et un American College. Ils ont décidé de mettre ça sous l'égide d'une société internationale qui était l'IETSIC. Ils ont commencé avec des cours en 93 en Suède, puis au code de service des forces armées américaines, et enfin en 96 cours inaugural à Graz, et enfin en 99 en Australie, et puis depuis le cours s'est diffusé dans le monde entier. Donc ce cours est sous l'égide de l'International Association for Trauma Surgery and Intensive Care, qui est la société intégrée de la Société internationale de chirurgie. C'est une des dernières sociétés internationales qui parle encore un petit peu français, puisqu'au moins dans son nom. Il y a un manuel du DSTC. Ce sont des cours théoriques, des séances pratiques avec entraînement sur cadavre et entraînement sur animaux anesthésiés qui sont obligatoires, sinon on ne peut pas faire un cours DSTC. Et par exemple, au Royaume-Uni, ce n'est pas le cours DSTC mais le cours DSTS, puisqu'il n'est fait qu'avec la partie cadavre. Il y a des discussions des cas et des modules optionnels. C'est un cours qui dure 2 jours et demi, avec 15 participants, 5 heures. C'est un cours qui traite surtout de la stratégie chirurgicale. Ce n'est pas un cours où on apprend à faire des points, à faire une suture digestive ou une suture musculaire, c'est surtout un mode de pensée. On dit que la chirurgie réglée concerne l'anatomie et la pathologie, mais la chirurgie du trauma concerne la physiologie et l'anatomie. On apprend aux chirurgiens à discuter avec les anesthésistes, à demander des paramètres physiologiques aux anesthésistes pendant qu'ils opèrent. Prendre une décision est plus important que faire un diagnostic. Alors je veux parler de la SET, puisque la SET, c'est le cours fait par l'American College of Surgeons, qui est le cours sur cadavre. C'est Advanced Surgical Skills for Exposure Control. En fait, c'est en une journée l'enseignement de toutes les voies possibles, d'abord, que l'on n'est pas habitué à faire lorsque l'on est un chirurgien hyperspécialiste. Avec un ratio de 4 participants, un instructeur, un cadavre, plus un ordinateur et un écran, qui permet de passer les diapositives en salle de simulation. Le laboratoire d'anatomie devient un véritable laboratoire de simulation chirurgicale. Ça dure une journée et de la tête aux pieds, on fait toutes les voies d'abord possibles pour aborder tous les axes artériels. On apprend à faire, par exemple, des aponeurotomies que le chirurgien généraliste ne sait plus faire au niveau du membre inférieur. Il y a un CD-ROM, il y a un manuel, et là encore, après, il y a une évaluation. Comme dit Marc Boyer, make a decision, make an incision. If you make the wrong incision, make another incision, or a bigger incision. Mais il faut solutionner le problème posé par le patient. En France, le DSTC et la SET, nous avons pris la décision de le coupler depuis 2015. C'est-à-dire que la partie cadavre du DSTC, en fait, on leur fait le cours A7 et nos participants repartent avec les 2 diplômes, le diplôme DSTC et le diplôme A7. Le cours est agréé, au même titre que la TLS pour le GDPC, et il se fait à l'école de chirurgie de Lyon. Alors nous avons commencé en 2008, environ entre 10 et 15 participants à chaque séance, et depuis 2016, une fois par an, nous allons coupler ce cours au DATC, qui est le même cours fait pour les anesthésistes, où ils apprennent des techniques d'anesthésie particulières, adaptées aux traumatisés, et le but c'est que l'atelier de simulation sur projet d'anesthésie se fait avec les chirurgiens et les anesthésistes, et qu'on apprend aussi le dialogue entre le chirurgien et l'anesthésiste. Je terminerai pour vous dire que ces enseignements commencent à se diffuser en France. La TLS, la maison mère est à Lyon, mais nous avons un centre à Nice, un centre à Paris, à l'école du Val-de-Grâce, un centre à Bruxelles, que nous allons ouvrir l'année prochaine, un centre à Marseille et un centre à Brest, et qu'enfin le DSTC et la SET se font à l'école de chirurgie de Lyon. La TLS est la prise en charge initiale de traumatisés graves, c'est le langage et les priorités communes aux différentes spécialités. Le DSTC, ce sont les techniques de mesh control chirurgical, particulièrement pertinentes à apprendre actuellement avec la menace d'attentat que nous subissons. Je vous remercie de votre attention. Merci Eric. Alors, on ouvre la discussion avec Vincent Dubuisson notamment. Oui, bien sûr. La première question que je vous posais à travers votre conclusion, vous commencez à être connu en France parce que curieusement, ces formations, vous n'avez pas tellement entendu parler habituellement. Il y a pas mal d'orthopédistes ici ou autres. C'était encore un peu mystérieux, mais je vois que vous êtes en train de les développer dans différentes régions. Et c'est ce diplôme qui est délivré,
quelle valeur, il est opposable à qui, il est... Sert à quoi? Alors, le diplôme ATLS, il a quelle valeur? Il est reconnu dans le monde entier, puisque vous ne pouvez pas travailler dans un service d'urgence en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, si vous n'avez pas l'advance comme à l'âge. Si vous n'avez pas votre carte et si vous n'êtes pas à jour, c'est-à-dire tous les 4 ans en plus, il y a une mise à jour et il faut passer une demi-journée de remise à niveau avec les nouveaux protocoles qui sortent, puisqu'il y a quand même des choses qui évoluent, hein, notamment les protocoles de transfusion massive qui vont apparaître dans la prochaine édition. Donc, on demande à tous les intervenants de l'urgence dans un tas de pays d'avoir ce diplôme. Il y a eu quand même je dirais une méfiance, qui n'a pas été très méchante, une certaine méfiance de la part de nos collègues anesthésistes réanimateurs qui n'ont peut-être pas toujours perçu l'intérêt du cours, qui permet vraiment en 2 jours et demi, non pas de former, parce que la formation on l'acquiert au lit du patient en pratiquant la médecine, mais qui permet d'apprendre un protocole. Alors pour ceux qui savent très bien faire, ils n'en ont probablement pas besoin, mais pour ceux qui ne savent pas très bien faire, ça permet parfois de remettre certaines idées en place et d'être prévu. Oui. Concernant la formation, si j'ai bien compris, que ce soit le DIU de traumatologie viscérale ou la TLS, c'est la traumatologie. Je ne savais pas, parce que tout à l'heure on a entendu parler de l'appendicite, etc. Voilà, j'avais peur de se perdre dans des sujets un peu différents. Et tout à fait. La chirurgie d'urgence sera l'objet de... La chirurgie d'urgence non traumatique sera l'objet de mon dernier exposé. D'accord. Pour compléter un peu la réponse, en fait, il se passe en France la même chose que ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que la chirurgie d'urgence bénéficie des avancées découvertes de la traumatologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup maintenant de publications, sont encore un peu controversées, sur l'utilisation du damage control en situation non traumatique dans la prise en charge du PAQI grave, des pancréatites, et les techniques d'abdomen ouvert, les techniques de ressuscitation sont utilisées aussi dans les urgences non traumatiques de plus. On conteste souvent en France ce rôle des urgentistes, qui est très discuté sur leur qualification, notamment. C'était l'implantation récente qui a été extrêmement critiquée parce qu'on pensait que certains d'entre eux n'étaient justement pas suffisamment formés, donc dangereux. Est-ce qu'ils peuvent passer par ce type de formation? Bien sûr, c'est les premiers destinataires de l'ATLS. Bien sûr. Et c'est très profitable pour eux. De toute façon, les urgentistes, ils existent. Leur diplôme est reconnu non seulement au niveau national, mais au niveau européen. Donc c'est une réalité. Et maintenant, notre travail, c'est qu'ils soient formés le mieux possible et qu'on leur donne toutes les clés possibles, puisque c'est eux qui travaillent en amont du chirurgien qui vient donner les consultations aux urgences. Donc notre travail, c'est de nous impliquer dans leur formation et de travailler avec eux. De toute façon, on ne fera pas l'économie. On a vu dans la journée, l'importance de la simulation, tu viens d'en parler, du modèle cadavérique. Et le ministère soutient, sous l'égide d'ailleurs de l'Académie et du Collège médical français, le développement d'un modèle cadavérique dynamique, comme tu le sais très bien, qui pourrait très bien s'intégrer dans votre système. Il va y avoir dans les semaines qui viennent une demande auprès des écoles de chirurgie et des centres de don du corps de participer au réseau simulation chirurgicale. Et j'espère que tu répondras présent, puisqu'on est 3 ou 4 anatomistes ici et chirurgiens, pour développer ce réseau qui a donc maintenant l'aval et le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche. Si je peux me permettre d'ajouter une réflexion, j'ai trouvé très intéressant dans tes diapos le fait qu'on parle beaucoup d'indications. Car en définitive, l'expérience le montre, quand on reçoit des patients dont on a l'impression qu'ils ont été mal gérés au départ et qu'on est contraint d'essayer de rattraper une situation qui a été mal gérée, on se rend compte que ce n'est pas tellement le geste qui a été mauvais, mais c'est le choix du geste qui a été mauvais.
où le choix de la décision de faire un damage control, puisque c'est le terme maintenant, on n'a pas retenu de côté, ou autre chose. Et ce choix-là, il est très très important. Et je crois que tu as bien fait de souligner ça. C'est vraiment le choix des premiers gestes qui d'une certaine façon, conditionnent la suite. Parce que les chirurgiens français ne font pas trop mal leur chirurgie. Je pense même qu'ils la font bien. Mais dans les échecs ou dans les erreurs, il y en a beaucoup qui portent sur le choix de la décision du départ. Oui, Roger. Oui, il y a une question qui peut-être n'a pas été, me semble-t-il, abordée jusqu'à présent, qui est celle du relevage de se blesser si c'est un grand traumatisme. Et je fais allusion, en caricaturant un peu, à l'école française d'anesthésie réanimation qui a préconisé, me semble-t-il, jusqu'à présent, la réanimation sur place. On a tous le souvenir du tunnel qui n'est pas très loin d'ici, à d'autres cultures qui se disent au fond, c'est par là qu'on est équipé, on n'a pas grand-chose là comme environnement, précipitons-nous à l'hôpital, où on trouvera une structure hyper équipée, et à ce moment-là, on sera mieux préparé à faire une réanimation efficace. Alors, je ne sais pas si cette question est prévue au programme aujourd'hui, mais il me semble qu'avant que le blessé n'arrive dans les mains du chirurgien, il faudrait quand même essayer de le récupérer. Alors, le discours est sans fin. Je peux vous assurer que lorsqu'on compare les séries américaines prises en charge par des paramédics, en sachant que dans les paramédics, c'est des gens qui ont un niveau de formation très élevé aussi, et les séries françaises prises en charge par notre SAMU, eh bien, les résultats sont tout à fait comparables en termes de mortalité. Il faudrait qu'on puisse aller un petit peu plus loin parce que peut-être qu'on ne perd pas les mêmes patients. La médicalisation et la réanimation est absolument fondamentale lorsque le patient ne saigne pas trop mais qu'il a un traumatisme crânien. Aller vite, c'est fondamental parce que le patient n'a pas de traumatisme crânien et qu'il saigne. Ceci dit, les Anglais qui ont fait une bonne synthèse des deux systèmes et qui savent mettre des médecins qui en plus vont très vite, ont démontré que lorsqu'il y avait un médecin, il y a une plus-value. Donc notre système français est un bon système, mais il faut l'optimiser et nos collègues, la plupart de nos collègues urgentistes qui interviennent entre hospitaliers ont compris qu'il y a des circonstances, notamment les traumatismes pénétrants, des traumatismes fermés, mais qui, à l'évidence, sont en choc hémorragique, qu'il faut aller vite pour aller à l'hôpital, parce que le traitement du saignement, c'est d'arrêter le saignement. Si tu me permets de compléter la réponse, j'ai malheureusement l'expérience longue de l'urgence au CHU de Grenoble. J'ai vécu une période à laquelle vous faites allusion, qui est celle où peut-être que les urgentistes sur place, parce qu'ils étaient médecins, perdaient peut-être du temps. J'ai vécu des périodes difficiles où on se téléphonait et où je pouvais reprocher à l'un ou l'autre de transfuser le trottoir, mais ça n'est vraiment plus la situation actuelle. Et pour ce qui concerne le réseau dans lequel je travaille, je crois vraiment qu'on est arrivé justement à compenser ce défaut du départ, et où on a la chance, d'avoir des médecins sur place, et d'avoir des médecins qui ont très bien compris qu'il y a des cas où il faut aller vite. Et je pense qu'à l'heure actuelle, et quels que soient les résultats des statistiques, je crois qu'on est arrivé à un compromis vraiment efficace. Je voudrais juste rajouter un mot par rapport à ça sur les attentats de Nice qu'on a eu au 14 juillet. Il y a un changement de doctrine des pompiers eux-mêmes, c'est-à-dire que la médicalisation sur place, quand il y a en particulier plusieurs victimes, a fait changer spontanément l'attitude des services de secours qui ont amené de façon très rapide les blessés à l'hôpital sans attendre le poste médical avancé et les pompiers eux-mêmes qui sont venus à la faculté de médecine pour débriefer ont reconnu qu'ils changeaient de doctrine
devant l'évidence, c'est-à-dire qu'un patient qui saigne, il ne faut pas le faire attendre. C'est aussi bête que ça, mais c'est vrai que pendant un moment, on a vu des problèmes. Merci, Monsieur le Président. Dans cette discussion, il me manque le maître mot. Le maître mot qui n'apparaît pas dans votre cours, enfin au moins dans les diapos, mais je pense que vous l'avez, vous l'enseignez, c'est le triage. Le triage. Sans triage, toute la chaîne, sans bon triage, toute la chaîne déroute. C'est vrai que jusqu'à présent, dans les pays occidentaux, en pratique civile, on était rarement confronté au triage. Donc c'était pas un problème qui était abordé. C'est un problème qui est abordé dans la TLS, c'est un problème qui est abordé dans le DI, parce que maintenant c'est bien évident qu'il faut au moins avoir des notions de triage et de priorisation de prise en charge. D'accord. Merci beaucoup.